Salut les amateurs de roues, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un deux roues que vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne. Il s'agit d'un vélo électrique que la marque ENGWE m'a gentiment envoyé. Je vais vous présenter le EP2 Pro qui a un moteur de 750 watts. Bonne vidéo. J'ai fait 2-3 sorties avec et je vais vous faire un retour dessus parce qu'il y a de bonnes surprises mais aussi du moins bon. Pour ceux qui sont intéressés par les détails des caractéristiques techniques, je vous mets le lien vers le site du fabricant en description. En parlant du fabricant, le vélo est soi-disant designé en Californie, mais rassurez-vous, il est bien fabriqué en Chine. Le vendeur a des entrepôts en Europe de l'Ouest et pour ma part, le vélo est arrivé en moins d'une semaine. Le vélo est assez bien protégé dans le carton, même si j'ai remarqué des rayures sur le porte-bagages. Et vu que c'est un vélo pliable, le carton n'est pas bien gros et à la réception, vous avez juste à le déplier pour pouvoir vous en servir. Il n'y a pas de grosse mécanique à faire. Juste à régler le guidon, la selle, vérifier la pression des pneus et monter les pédales. Quelques outils vous sont fournis mais ils sont pas trop pratiques, donc si vous avez les vôtres c'est mieux. Voilà, le vélo est en état de rouler et on va voir ce qu'il a dans le ventre. On commence par le plus intéressant, le moteur. Annoncé à 750 watts sur le papier, le moteur n'est pas placé dans le pédalier mais à la roue arrière et on peut en théorie atteindre les 45 km/h d'après le fabricant. Je pensais qu'on serait loin de cette vitesse théorique et la bonne surprise c'est qu'en conditions réelles on s'en approche. J'ai réussi à atteindre les 38 km/h sur du plat, 38 km/h affichés au compteur du vélo et 42 km/h affichés au GPS de ma GoPro et celui aussi de ma montre, sachant que je pèse 85 kg. Donc je considère que le EP2 Pro tient sa promesse au niveau de la vitesse qu'il peut atteindre, même si on va voir que cette vitesse entraîne pas mal de complications. Il faut savoir que dans la loi française, les vélos électriques doivent être limités à 25 km/h. Là, le débridage il se fait facilement via les menus du compteur, donc vous pouvez brider ou débrider en 2-3 clics votre vélo sans souci. Par contre, j'ai bien compris pourquoi la loi elle limite à 25 km/h les vélos. Parce que dès qu'on dépasse cette vitesse, ça devient vite dangereux. Vous savez, je fais pas mal de motos d'enduro, donc la vitesse et les obstacles, ça me connaît. Mais là, j'ai réussi à me faire quelques frayeurs avec ce vélo. Parce que rouler à 40 sur la route et rouler à 40 sur une piste cyclable, c'est pas la même chose. Sur la piste cyclable, vous avez des obstacles, vous croisez des personnes, et à 40, tout ça va très vite. Donc de bonnes sensations en termes de vitesse, mais pas très serein au guidon de ce vélo. Pourquoi dans le titre de la vidéo je compare ce vélo à un scooter? Parce que vous l'avez vu, ils vont à peu près à la même vitesse, et aussi ce vélo il a une poignée d'accélération. Donc l'assistance du moteur elle peut se déclencher aussi bien avec le pédalage qu'en tournant la poignée d'accélération qui est au guidon. Concernant l'assistance avec le pédalage, c'est assez déroutant au début, et surtout je trouve ça dangereux parce qu'il y a un délai d'environ 1 seconde. Ce que je veux dire, c'est qu'il se passera 1 seconde entre le moment où vous commencez à pédaler et le moment où le moteur va commencer à vous aider. Ce qui fait que lorsqu'on repart à l'arrêt, il va falloir forcer sur le premier coup de pédale le temps que le moteur entre en action. Et si c'était que ça, c'est pas bien grave, ce qui m'inquiète le plus, c'est que ça met aussi 1 seconde à détecter quand vous avez arrêté de pédaler. C'est-à-dire que vous roulez tranquillement en pédalant avec le moteur qui vous aide, et admettons que vous voyez un obstacle, vous voulez ralentir donc vous arrêtez de pédaler, mais le moteur il va mettre 1 seconde à se couper, et entre temps il va continuer de vous faire avancer. C'est comme si en voiture, en enlevant le pied de la pédale d'accélérateur, votre voiture continuait à accélérer. C'est assez déstabilisant. Quand vous roulez pas vite, c'est pas bien grave, mais à 40 à l'heure, vous avez le temps de parcourir quelques mètres pendant cette petite seconde, et je trouve ça dangereux. La technique que j'ai trouvée est de donner un petit coup de frein dès que j'arrête de pédaler, parce qu'il y a une sécurité qui fait que dès qu'on freine, le moteur arrête de tourner. Par contre, avec la poignée d'accélération, vous n'avez pas ce problème, le moteur réagit en temps réel avec celle-ci. Donc si vous voulez repartir à l'arrêt, c'est mieux de donner un coup d'accélérateur pour lancer le vélo et éviter de devoir forcer avec vos jambes pour le premier tour de pédale. Et pareil, quand vous dépassez les 25, le mieux est de gérer l'accélération avec la poignée, au moins dès que vous lâcherez celle-ci, le moteur se coupera direct, il n'y aura pas de délai de temps de latence. D'ailleurs, passé une certaine vitesse, pédaler ne vous servira plus à rien. C'est le moment de parler de la démultiplication et des modes d'assistance. J'ai pas pensé à vous préciser que pour atteindre les 40 km/h, il faut être dans le mode le plus puissant, et il y a 5 modes. De ce que j'ai constaté, le mode 1 est sans assistance, le mode 2 va vous accompagner jusqu'à 12 km/h, le mode 3 jusqu'à 18, le mode 4 jusqu'à 25 et le mode 5 jusqu'à la vitesse maximale, donc 45 km/h en théorie. Il n'y a qu'un seul plateau et 7 vitesses. Vous pouvez jouer avec les vitesses pour plus ou moins se forcer en pédalant et éviter que ce soit le moteur qui fasse tout le travail. Mais à partir du mode 4, pédaler ne servira plus à grand chose puisqu'à partir des 20 km/h, avec la transmission d'origine, vous allez mouliner ou du moins pas beaucoup forcer. Petit défaut que j'ai trouvé aussi, ce sont ces paliers d'assistance en fonction des modes, c'est-à-dire que dès que vous pédalez, le moteur va vous aider jusqu'à atteindre la vitesse max du mode dans lequel vous êtes, et le problème c'est que ça vous empêche de rester à une vitesse constante qui se situe entre 2 paliers.
Par exemple, quand je roule avec un pote qui a une allure de 15 km/h, si je reste en mode 2, le moteur s'arrête de m'aider à 12 km/h et je dois forcer avec les pédales pour atteindre les 15. Et si je passe en mode 3, le moteur va s'activer et continuer de me faire accélérer jusqu'à 18 km/h. Donc là, j'irai trop vite. Donc d'après ce que j'ai pu voir en pédalant, je pense pas qu'il soit possible de stabiliser la vitesse entre deux paliers. Le seul moyen c'est de tout gérer à la poignée d'accélération sans pédaler, mais on perd le fait de pouvoir aider le moteur avec nos jambes, et aussi on n'a pas forcément envie d'être tout le temps en mode scooter, parce que ça reste un vélo. Toujours sur le moteur, s'il a de bonnes performances sur le plat, en revanche il manque de couple. Si vous attaquez un peu de dénivelé, oubliez le mode scooter, il va falloir aider un peu avec les jambes pour garder une vitesse correcte. Avant de passer à la batterie et à son autonomie, je voudrais vous parler du freinage et des suspensions. Freins à disque à l'avant et à l'arrière qui sont corrects quand on a des vitesses raisonnables, même si je trouve qu'il manque un peu de mordant. Après c'est au feeling, mais il faudra sûrement retendre les deux câbles des deux freins. Par contre attention, ces freins ils sont pas du tout adaptés aux hautes vitesses. Passé les 30 km/h, ne comptez pas vous arrêter sur 2 mètres, le freinage n'est clairement pas assez puissant. Et pourquoi je veux vous parler de la fourche, c'est parce qu'elle manque vraiment de rigidité. Au freinage, j'arrive à ressentir le fait que la fourche se plie. Non pas qu'elle s'enfonce, mais qu'elle se plie. Je pense que c'est dû au fait que la potence est très haute et aussi que la fourche est bas de gamme. Dans tous les cas, c'est pas rassurant en cas de freinage d'urgence à 40 km/h avec ces freins et cette fourche. Donc vous avez intérêt à bien anticiper. On passe maintenant à la batterie et ce qui nous intéresse c'est l'autonomie. Je vous rappelle que l'autonomie varie en fonction de plusieurs paramètres, il y en a plein, soit la température, le dénivelé, votre poids, la pression des pneus, si vous utilisez plus ou moins le moteur, si vous aidez plus ou moins avec le pédalage. Donc les chiffres que je vais vous annoncer sont propres aux conditions dans lesquelles je les ai testés, même si je pense que ça vous donnera quand même une bonne idée de l'autonomie de ce vélo. J'ai réalisé un parcours en milieu urbain et un autre à la campagne. Dans le premier cas, j'ai fait une trentaine de kilomètres dans Toulouse, donc un relief plat, principalement sur des pistes cyclables, et je vais pas vous le cacher, c'est sur ce trajet que j'ai atteint mon record de vitesse, et j'étais souvent en mode scooter, à plus de 25 km/h. Donc j'ai pas mal tapé dans le moteur. Une trentaine de kilomètres dans ces conditions-là, et j'ai terminé ma sortie avec une barre de batterie sur 5. Seconde sortie, elle aussi d'une trentaine de kilomètres environ, cette fois en Aveyron, avec la moitié du parcours sur du plat et l'autre moitié avec plus de relief. Une utilisation normale, avec du pédalage et pas en mode scooter. Et la sortie c'est elle aussi terminée avec une barre de batterie sur 5. Donc en utilisation normale, je pense que sur du plat, on peut atteindre les 35 km d'autonomie et si un peu de relief, descendre à 30 km. Dans tous les cas, en finissant je pense avec un peu de réserve sur la batterie. A noter que moins la batterie est chargée, moins le moteur pourra forcer. Quand vous arrivez sur la fin de la batterie, ne vous attendez pas à pouvoir atteindre les 45 km/h et même au contraire, il faudra pédaler un peu pour aider le moteur. Vous avez un témoin de charge sur le compteur, mais il ne faut pas trop compter dessus. J'ai l'impression que ça ne donne pas la charge réelle de la batterie, mais plus une estimation en fonction de l'effort fourni par le moteur à l'instant T. Par exemple, si vous êtes en côte, le moteur va vachement forcer et tirer sur la batterie, et les barres de charge tombent rapidement. Mais dès que vous revenez sur du plat en pédalant, avec le moteur qui force pas trop, les barres remontent. Donc pas très précis tout ça. La batterie se recharge en quelques heures. Honnêtement, je ne suis pas resté à côté pour savoir en combien de temps, mais d'après la doc technique, c'est entre 5 et 7 heures pour une recharge complète. Chargeur avec une prise européenne qui fait très cheap parce qu'il est très léger, mais au moins si vous voulez le prendre avec vous, il pèse pas lourd. Et je sais pas ce qu'il y a dans ce chargeur, mais je suis presque sûr qu'il y a un ventilateur parce que ça fait un bruit de malade. Batterie qui est dans le cadre et qui est amovible, donc vous pouvez la prendre avec vous au bureau ou à la maison pour la recharger sans devoir faire suivre le vélo, c'est plutôt pratique. Alors comment on plie ce vélo? Déjà j'ai oublié de vous préciser que pour vous servir du vélo, vous avez une clé, un contact, je ne sais pas si vous la voyez d'ici. Donc une clé qui s'insère sous le cadre et qui vous permet de déverrouiller ou verrouiller celui-ci pour éviter qu'on vous vole la batterie. L'emplacement de cette clé il est vraiment pas génial, c'est à l'envers et avec les câbles c'est pas évident de faire rentrer la clé. Et vu que c'est sous le cadre, on peut facilement oublier d'enlever la clé quand on pose le vélo puisqu'on la voit pas, elle n'est pas trop visible. Hop. Une fois le vélo déverrouillé, on peut s'aider de ses deux bras et du genou pour venir le plier au milieu. Hop, il faut prendre un peu le coup. Et pour finir de ranger le vélo, on peut baisser la selle, on peut plier le guidon et on peut aussi plier les pédales qui reviennent sur elles-mêmes.
Donc vous voyez, une fois plié, il prend vraiment pas beaucoup de place. Ça peut être bien pour le transporter dans le train sans déranger beaucoup de monde par exemple. Pour ceux qui ont des grosses voitures, c'est aussi possible de le rentrer à l'arrière dans le coffre. C'est juste qu'une fois plié, c'est pas forcément évident de le déplacer. Encore si c'est juste par exemple pour le bouger dans le train ou sur le quai de la gare, on peut céder des roues pour le faire rouler, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il faudra le soulever pour le rentrer dans le coffre de votre voiture par exemple, c'est pas évident. On a bien une espèce de poignée sur le cadre pour le tenir, mais après l'autre main on sait pas trop où la mettre. Et surtout c'est pas léger, je crois que ça doit peser dans les 25 kg. Donc dès qu'il faut le soulever et faire des manœuvres, ça devient vite compliqué. Pour le remonter c'est rapide, c'est juste la manip inverse. On redéplie le guidon, on n'oublie pas toutes les petites sécurités pour éviter que celui-ci tombe pendant qu'on roule. Et c'est juste une fois de plus au moment de déplier le vélo en deux. C'est cette étape qui est un peu pénible parce que le vélo il a tendance à tourner dans tous les sens avec les roues qui veulent se barrer. La technique c'est de bloquer un des deux côtés du vélo avec le genou et tirer avec son bras sur l'autre pour le ramener. Hop. Voilà, c'est un peu chiant au début. Mais une fois qu'on a le coup de main, ça va. On n'oublie pas la sécurité au niveau du cadre aussi. Donc voilà, je vous ai parlé du moteur, de la batterie et de la pliabilité, de la modularité de ce vélo. Ce sont les trois grosses caractéristiques de ce ENGWE EP2 Pro. J'ai réussi à le dire, c'est bon. Je vais finir rapidement avec les petits détails. Possibilité de régler la hauteur de la selle et du guidon. Je fais 1,90 m et j'y suis bien installé. La position est très droite, comme si on était assis sur une chaise. La selle est au premier abord confortable, mais après 30 bornes à pédaler, j'ai quand même eu un peu mal aux fesses. Les pneus, vous l'aurez remarqué, sont assez larges. J'ai plus les dimensions en tête. C'est censé apporter plus de confort. C'est vrai qu'avec ces pneus et la fourche, le vélo est assez confortable à basse vitesse. Par contre, à 40 km/h, on sent bien les trous, surtout qu'il n'y a pas d'amortisseur à l'arrière. Le compteur vous permet d'avoir des informations comme le niveau de la batterie avec les 5 barres, un petit logo qui vous indique si les phares sont allumés ou non. Bien évidemment, la vitesse au milieu, le mode dans lequel vous êtes juste en dessous, la distance parcourue pendant votre trajet, la distance totale qu'a accumulé le vélo, la vitesse max de votre trajet, et la moyenne de votre trajet, la vitesse évidemment. Il est possible de rentrer dans des menus pour par exemple passer de km/h en miles per hour ou alors pour brider ou débrider le vélo. Pour ça il faut appuyer sur le plus et le moins en même temps pendant quelques secondes. Et vu que c'est un compteur digital, les inscriptions sont assez limitées, c'est pas facile de se repérer dans le menu, donc il faut se fier au manuel. Il faut avoir le manuel avec soi pour se repérer dans tous ces menus. Et on navigue avec les boutons plus ou moins et deux boutons qui sont sur les côtés pour sélectionner ou désélectionner. Et le bouton on-off qui avec un appui rapide vous permet d'éteindre le vélo et avec un appui long de l'allumer. Le vélo est équipé du kit d'homologation obligatoire avec les catadioptres et les feux avant et arrière. Pour avoir roulé de nuit, le feu avant éclaire pas mal, ça suffit pour voir la route. Et l'arrière éclaire bien aussi, il permet d'être visible et quand on freine, il clignote pour prévenir les autres usagers. Et pour finir, le prix peut-être, c'est un beau billet, mais pour un vélo électrique pliable avec un moteur de 750 watts, je ne pense pas que vous trouverez l'équivalent à ce prix dans les boutiques en France. Pour les curieux, je vous laisse aller vous renseigner sur le prix via le lien en description. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce EP2 Pro de chez ENGWE. Dans l'ensemble, je le trouve pas si mal. Je m'attendais à un truc vraiment pourri honnêtement, en sachant que j'allais recevoir un vélo électrique de Chine, mais assez agréablement surpris. Même si c'est quand même des points niveau sécurité qui m'inquiètent du moment qu'on dépasse les 30 km/h. Mais pour résumer, je pense que c'est un bon moyen de locomotion pour les personnes qui font le trajet quotidien de la maison jusqu'au boulot et le retour le soir du boulot jusqu'à la maison. Et je pense que c'est plus approprié qu'une trottinette électrique. J'avais testé une trottinette électrique, je l'avais présentée dans une autre vidéo. Et le vélo, je trouve quand même que c'est beaucoup plus adapté à ce type de trajet parce qu'il y a une meilleure autonomie et on peut rouler plus vite. Typiquement le genre de vélo pour les Parisiens ou alors pour les ingénieurs d'Airbus qui sont à Toulouse et pour qui ils ont fait de si belles pistes cyclables à Toulouse. On ne peut pas leur enlever ça. Allez, je pense que j'en ai assez dit sur ce vélo électrique. Si jamais il vous manque des informations, n'hésitez pas à le demander en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. La prochaine fois, il y aura plus de chances que ça soit un moteur thermique.
En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride.